2, 3, fight! You win! Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être là. Moi, à votre place, je serais plutôt restée au buffet. Mais bon, si vous insistez, on va faire cette présentation. Moi, je m'appelle Marie Villet. Je suis chargée de recrutement chez Zenica. Et oui, j'aime entre autres le métal et la bière. Bonjour, moi c'est Vincent, je suis commercial chez Zenica, je suis un ancien consultant et développeur. Et je suis passionné de sciences et technologies, mais aussi de stratégie d'entreprise. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler un petit peu langue de bois. On va essayer de vous expliquer en quoi ça consiste. On va d'abord vous faire 2 petites présentations, chacun notre tour. On va les débriefer et ensuite on va vous donner des conseils pour éviter la langue de bois en entreprise. Vincent va donc commencer avec sa première présentation. Bonjour, merci d'être présent. Si vous êtes réunis ici, c'est pour faire le bilan de l'année. Donc, comme vous pouvez le voir, une année assez exceptionnelle, plus exactement 3 années exceptionnelles. Regardez la croissance du chiffre d'affaires, la société se porte très très bien. Vous pouvez voir aussi qu'au niveau des effectifs, on est de plus en plus nombreux. Donc, les gens nous rejoignent, ce qui est parfait. Continuez. L'idée, c'était de vous remercier parce que ces résultats, c'est le fruit de votre travail, de vos efforts. Et pour ça, je vous remercie. Transition. Marie. Merci d'être venu à cette réunion de crise. Comme vous le savez, l'entreprise va mal. Ça fait 3 ans que la marge est en chute libre, hein, comme vous pouvez le voir. Et si nous voulons survivre aujourd'hui, il va falloir que nous fassions tous des efforts. Je vous propose donc un gel des augmentations et un gel des salaires pour une durée indéterminée, afin que nous puissions sortir la tête de l'eau et tous continuer à travailler ensemble. Merci de votre soutien. Alors là, vous devez vous dire, qu'est-ce que c'est que ces 2 présentations ? Clairement, si tout va bien, vous trouvez ces 2 présentations totalement incompatibles. Pourtant, elles ont un point commun, et pas des moindres. On est parti du même jeu de données. On a juste choisi les données qu'on allait vous présenter. Puisque, évidemment, on avait chacun un but différent. Clairement, moi j'ai pris le chiffre d'affaires qui est en croissance, ce qui allait bien avec le discours que je vous ai servi. Et là, bon, j'ai carrément triché, j'ai pris l'effectif total. Moi, j'ai pris l'effectif donc des salariés plus les prestataires pour vous montrer que tout va bien. Moi, mon but, c'était d'imposer un gel des salaires à l'entreprise. Du coup, j'ai pris les chiffres qui étaient un peu moins bien. J'ai pris la marge qui est en baisse, mais vraiment en baisse minime. Et j'ai pris, du coup, les effectifs salariés, qui est aussi en baisse, pour asseoir mon discours. Donc maintenant, on va analyser les 2 discours pour montrer quels sont les signes de langue de bois. Alors, le choix de données, on vient d'en parler, on a clairement choisi des données différentes pour servir des idéologies et des idées différentes. On a été partiel, voire partial, dans le choix des données. Les échelles des graphiques et les éléments visuels. Si vous regardez bien, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur le chiffre d'affaires ou sur la marge, ou sur les effectifs, les échelles sont tronquées, clairement. Au niveau des ordonnées, la base n'est pas du tout de 0. Donc l'idée de ça, c'est quoi? C'est amplifier l'effet, soit de croissance, soit de chute de la marge. Et les effectifs, on voit qu'il y a un espèce de rebond. Autre élément qui n'est pas présent là, mais quand on a des camemberts, il faut savoir que les spécialistes de la DataVis disent qu'au bout de 5 secteurs différents, l'œil humain n'est pas capable de traiter et de dire si la tranche qui est affichée est corrélée au nombre qu'elle est censée représenter. Les couleurs, vous avez vu du coup que Vincent utilise plutôt des couleurs vertes, bleues, des couleurs rassurantes, corporate. Moi, pour le coup, j'ai plutôt utilisé des couleurs rouges, c'est grave, ça fait peur. Mes courbes sont assez grosses, grasses. Oui, c'est notre couleur aussi. Sont assez grosses. J'ai pas non plus mis de points, c'est-à-dire qu'on voit bien la chute sans palier dans mes courbes.
En plus de ça, on a tous les deux utilisé des termes différents et une gestuelle différente. Vincent, lors de sa présentation, utilise des gestes assez ouverts pour vous inclure. Il utilise aussi des termes positifs et extrêmement forts, exceptionnels, incroyables. Il vous inclut. C'est grâce à vous ces bons résultats. Donc il est difficile pour vous de remettre en question des bons résultats si on dit que c'est grâce à vous, en fait. Ça veut dire que vous n'avez pas fait grand-chose. Moi, par contre, j'avais un visage et des expressions graves, je n'ai pas bougé, et je vous ai aussi inclus dans les efforts qu'on avait tous à faire pour la survie de l'entreprise. En gros, ça veut dire que si vous ne faites pas d'efforts, c'est que vous n'êtes pas pour la survie de l'entreprise, quoi. C'est aussi ça le discours. Donc comment démasquer la langue de bois ? On va vous donner quelques petits tricks, quelques petites choses pour démasquer la langue de bois, du coup. Les sources et le contexte des données. D'où viennent les données? Est-ce que ce sont les personnes qui sont en train de vous les présenter, qui les ont produites? Est-ce qu'elles ont un intérêt particulier derrière ça? Nous, on avait chacun un but. Clairement, quand on vous présente quelque chose, il y a une idée derrière. Il faut faire attention à ça. Et aussi au contexte de toutes ces données. Est-ce qu'on a les données, l'interprétation des données ou les deux? Clairement, il peut y avoir des biais conscients ou inconscients qui peuvent affecter les présentations ou les discours. Dans un passé assez récent, on a eu un exemple dans le milieu de la santé avec les vaccins causent l'autisme. Ouais, alors là, ça c'est louche. On va commencer à regarder, ce seraient certains adjuvants qui seraient en cause, etc. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire qu'on a pris le fait que des enfants qui étaient vaccinés soient devenus autistes, on l'a tiré du contexte, on en a fait une généralité et on l'a exposé. Ça s'est avéré faux, il y a eu des contre-analyses qui ont prouvé que l'échantillon n'était pas représentatif, etc., et que ces analyses étaient tronquées. Est-ce que vous avez toutes les informations pour comprendre les données? Tout à l'heure, on vous a parlé de CA, de marge, de prestataire, turnover, etc. Est-ce que vous savez vraiment à quoi ça correspond, ces chiffres-là? C'est comme un autre exemple, quand on vous parle des chiffres du chômage. On parle de quoi? Est-ce qu'on parle des gens qui sont inscrits à Pôle emploi et qui n'ont pas de travail? Ou est-ce qu'on vous parle de la population française entière qui n'a pas de travail? Il faut toujours essayer de comprendre toutes les informations qu'il y a autour des données pour bien comprendre la donnée en elle-même. Les données complètes ou partielles, on en a déjà un petit peu parlé. L'idée, c'est omettre certaines données pour, encore une fois, renforcer un but, un discours. Par exemple, lors d'un sondage d'opinion, on peut avoir une enquête politique, on peut avoir le candidat A a 60% de chances d'être élu au second tour. Ces données, elles sont prises, mais est-ce que l'échantillon est représentatif de la population? Est-ce qu'on a pris vraiment les gens au hasard ou est-ce qu'on a sélectionné une tranche de personnes, je sais pas, il va dire de 30 à 55 ans, ce qui fait qu'il y a des gens qui ne sont pas représentés? Il y a un intervalle de confiance. On vous dit rarement, oui, alors ce sondage est valable. Par contre, il y a 95% de chances que le résultat soit celui-là. Il y a quand même un taux d'erreur. Et ça, c'est rarement indiqué. Le format des données aussi. On peut avoir des données chiffrées, on peut avoir des données relatives. Il peut y avoir des indices. Est-ce qu'on a l'indice de référence? Est-ce qu'on est capable de se dire, tiens, cette donnée-là, OK, l'indice de référence, c'est celui-là. Je suis capable de comparer. Autre chose, quand on a des statistiques, par exemple, les moyennes et les médianes disent des choses très différentes. Prenons un exemple, le salaire moyen en France, c'est 3 000 € brut. Le salaire médian en France, il est de 1 800 € brut. Ça ne dit pas du tout la même chose. Le salaire médian, il partage la population en deux parties, ceux qui gagnent moins, ceux qui gagnent plus. On va du coup vous donner encore quelques petits tricks. Adoptez un esprit critique. Faites-vous l'avocat du diable, sans devenir parano. Mais remettez toujours en question ce qu'on vous dit. C'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose que c'est forcément vrai. Il a peut-être interprété quelque chose. Donc essayez de vous dire, est-ce que le contraire pourrait être vrai aussi? Moi, comment je présenterais les choses si j'étais à sa place? Donc soyez rigoureux, recherchez les informations. Soyez parano. Clairement, posez-vous les questions. Où, qui, quoi, quand, comment, pourquoi, qu'est-ce que la personne veut me dire.
N'hésitez pas à comparer vos sources. Par exemple, lorsque vous lisez un article sur Internet, ne prenez pas tout pour argent comptant. N'hésitez pas à aller voir d'autres sources pour voir ce qu'elles pensent de cette information et essayer de trouver la vérité parmi toutes ces sources. Intéressez-vous aux auteurs, aux speakers, à qui écrit, qui présente. Ces gens-là ont des métiers, des fonctions. Est-ce qu'ils font du lobbying? Est-ce qu'ils sont connus pour ça? Ils défendent des idées et ils mettent en avant. Est-ce qu'ils sont connus et reconnus pour ça? Et surtout, ne vous fiez pas aux apparences. C'est pas parce que vous avez quelqu'un de bien habillé, qui parle bien et qui est agréable devant vous, qui va forcément vous dire la vérité. Et au contraire, c'est pas parce que vous avez quelqu'un qui est mal habillé, qui sait pas trop s'exprimer et qui a l'air désagréable, qui vous dit forcément des mensonges. Également, méfiez-vous de vos préjugés. Concrètement, on a tous des idées préconçues sur un certain nombre de sujets. On a des croyances, on a un système de croyances. On n'est pas immunisé contre la perception sélective non plus. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce que ça nous fait, ce que la personne est en train de dire. Concrètement, est-ce que ça renforce ce qu'on sait ou est-ce qu'on se dit pas du tout? Est-ce que ça remet en question ce que vous croyez ou est-ce que vous êtes sûr de votre coup et vous dites là que c'est carrément un gros concours de pipologie, je suis absolument pas d'accord avec ce qu'il vient de dire, etc. Voici quelques personnes qui nous ont influencés pour notre talk. Et c'est des personnes aussi que vous pouvez aller voir leur travail si vous voulez approfondir un petit peu le sujet. Donc on va commencer en haut à gauche, c'est Norman Baillargeon, qui est donc un professeur canadien de sciences de l'éducation, qui a écrit un livre qui s'appelle Petit cours d'autodéfense intellectuelle, qui est assez intéressant, qui parle notamment de tout ce qu'on a dit, de se faire l'avocat du diable, du fait de l'innumérisme en règle générale, c'est-à-dire que face à plein de chiffres, on est toujours un peu perdu, qui est assez intéressant. Adrien Seneca, qui est un journaliste et qui est spécialisé dans la traque des fake news. Il a fait notamment un talk à la conférence TED de Rennes l'année dernière, qui est très intéressante, que je vous conseille. Clément Vitorovic, qui est un journaliste et un enseignant à Sciences Po, qui s'amuse à décortiquer les discours de nos politiques préférés et de montrer à quel point ça veut rien dire, en fait. Noam Chomsky, qui est un linguiste américain, qui a été professeur au MIT, qui est quelqu'un de très connu dans son pays et à l'extérieur. Il a notamment passé beaucoup de temps à déconstruire les discours de politique étrangère américaine et de l'influence qu'elles avaient des États-Unis en fait, à l'extérieur, la façon dont on pouvait mettre en avant les arguments qui arrangeaient les Américains ou pas. Et enfin, Ben Goldacre, qui est un médecin et épidémiologiste écossais, qui est complètement fou, mais qui est génial. Il a un site qui s'appelle Bad Science, qui explique toutes les façons de faire de la mauvaise science et comment c'est mis en avant dans les principaux journaux, dans les news, à la télé, etc. C'est intéressant à suivre. Merci. Merci. Merci à vous. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, on est là et puis on sera de l'autre côté en train de manger avec vous, j'imagine. Et puis, bon appétit. Bon appétit.